Pour résumer sur un GFI, l'investissement forestier, c'est un investissement qui permet de diversifier son patrimoine avec, comme tu le disais, même s'il y a une performance, on va dire, annoncée minimum, on va dire de 2,5% par an, on s'aperçoit que dans les faits, c'est 2 fois plus, et qui permet donc des avantages en termes de fiscalité, donc pour réduire son impôt sur le revenu avec une réduction d'impôt de 18%, et des avantages puisqu'on est exonéré d'IFI et des abattements en termes de transmission. Bonjour à tous, ravi d'être là aujourd'hui. Je reçois dans cette émission aujourd'hui Éric Bingel. Bonjour Pierre. Bonjour Éric, directeur associé de France Vallée. Donc on va parler d'un produit de saison, j'ai envie de dire. On va parler de GFI aujourd'hui, donc on va parler d'investissement dans les forêts. Donc pour rappel, pour nos clients qui ne connaîtraient pas encore le GFI c'est quoi concrètement, ça vous permet d'investir dans les forêts à travers un fonds régulé. On pourrait comparer ça un petit peu à une SCPI de forêt. Oui, c'est ça, voilà. Exactement. En fait, vous allez collecter de l'argent auprès d'épargnants et avec cet argent-là, vous allez investir, vous allez acheter des forêts et vous allez derrière s'occuper de toute l'exploitation de ces forêts. La particularité du GFI, c'est que vous ne distribuez pas de revenus contrairement à une SCPI. C'est un produit qui capitalise. En tout cas, oui, il y a un revenu, mais il est capitalisé à l'actif du fonds. Parce que ce sont des revenus qui sont quand même assez faibles. Donc, un GFI, il y a plusieurs avantages à ça. La première, c'est la diversification patrimoniale, puisque aujourd'hui, investir dans les forêts, en effet, ça, on va le voir par la suite, il y a des avantages fiscaux, mais il y a aussi du rendement. Donc ça, c'est le premier point. Ça vous permet d'avoir une réduction d'impôt, aujourd'hui qui est de 18%. Donc la réduction d'impôt, à ne pas confondre avec une déduction d'impôt ou un crédit d'impôt. Pour expliquer concrètement ce que c'est une réduction d'impôt, une réduction d'impôt de 18%, ça veut dire que j'investis 10 000 euros, je vais avoir une réduction de 18% du montant que j'investis, donc là en l'occurrence 1 800 euros, qui va être déduit directement du montant de mon impôt, mais qui ne pourra pas aller au-delà, c'est-à-dire que si je paye 1 500 euros d'impôt, exactement. Voilà, je vais pas avoir c'est limité par rapport au montant de l'impôt, et c'est dans le cadre du plafonnement global des niches fiscales de 10 000 euros. Exactement. Pour les clients qui seraient soumis à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, c'est hors assiette taxable. C'est totalement exonéré d'IFI. Voilà. Et dernier point, pour les clients qui auraient des projets qui voudraient avantager leur transmission ou leur succession, il y a des abattements, un abattement de 75% sur la quote-part forestière du fonds. Voilà, c'est un abattement de 75% sur les droits de mutation à titre gratuit. Donc ça fonctionne dans le cadre d'une succession ou d'une donation, par exemple. Donc en fait, ça veut dire que ceux qui vont en bénéficier des parts ne seront taxés qu'à hauteur de 25%. Petite précision quand même, les 75% s'appliquent sur la quote-part forestière du fonds. Et donc dans les fonds, on a toujours, en règle générale, 10% de liquidité pour pouvoir assurer les sorties notamment. Voilà. Et le gros avantage sur cet abattement, c'est qu'il n'y a pas de limite d'âge et ça prend effet dès la souscription. Exactement. Il n'y a pas de délai comme on peut avoir sur, par exemple, l'assurance vie où il y a une limite d'âge, etc. Là, l'avantage, c'est que vous souscrivez quel que soit votre âge, dès le lendemain, j'allais dire, ou le jour même, vous pouvez donner, parce que c'est pas forcément, on parle de succession, mais ça peut être aussi de la transmission. Complètement. Vous pouvez donner, vous pouvez transmettre à qui vous voulez, quel que soit le lien de... Il n'y a pas de limite d'âge, pas de limite de montant, pas de durée minimale de détention, vous venez de le dire. Et c'est effectivement, ça peut être un levier fiscal assez conséquent pour des gens qui n'ont pas d'héritier en ligne directe. Si on veut avantager un neveu, une nièce, voire même une personne tierce, cet abattement de 75%, il est juste assez prodigieux. Ou alors pour des personnes qui auraient déjà utilisé leur plafond, par exemple, sur l'assurance vie, des choses comme ça, ou qui ont dépassé 70 ans. Ça peut permettre, encore souvent on dit, passé 70 ans, il n'y a plus grand-chose à faire. Si. Voilà, il y a toujours des solutions. Investir dans les forêts aujourd'hui, alors on disait ça a du sens pour les épargnants, mais c'est aussi, il y a un vrai impact sociétal, j'allais dire, sur la forêt. Est-ce que toi, tu peux nous en dire plus pour présenter brièvement France Vallée, et sur comment justement vous allez, ce que vous allez apporter, comment vous allez gérer vos forêts? Donc on est société de gestion de portefeuille, on a un agrément de l'autorité des marchés financiers depuis 2014. On est vraiment un acteur de niche parce qu'on gère un peu plus de 5 milliards aujourd'hui. Sur ces 5 milliards, il y a un peu plus d'1 milliard dédié à ce que l'on appelle les actifs naturels. Donc on va parler aujourd'hui principalement, voire même exclusivement de forêt, mais on peut également gérer des produits sur le viticole et sur l'agricole. Notre mission, nous, c'est vraiment d'acheter des forêts à bon prix, donc d'essayer de négocier une décote, des forêts qui doivent
correspondent à notre cahier des charges. Il est assez strict. Et derrière, c'est on confie la gestion à des gestionnaires forestiers. Aujourd'hui, les gestionnaires forestiers, ce sont des entreprises d'ingénieurs donc qui disposent de beaucoup de data. On reviendra sans doute sur les risques. Donc, c'est important d'avoir aujourd'hui tous ces intermédiaires pour être présents au quotidien dans les forêts, pouvoir les gérer, pouvoir rendre la forêt plus résiliente qu'elle ne l'était par le passé, face au dérèglement climatique. Il y a quand même un certain nombre d'éléments qui se jouent. Et donc, le but, c'est de venir à terme valoriser ces forêts, en sachant qu'aujourd'hui, quand on valorise une forêt, c'est assez basique. On s'arrête sur 2 composantes principales. Quand on achète une forêt, on achète du foncier. Donc, ce foncier, il va avoir un prix variable en fonction de sa localisation, proximité d'une grande ville ou autre. Et le reste, c'est ce qu'on appelle le stock de bois sur pied. Donc, on connaît précisément le nombre d'arbres, son essence et le volume de bois. Ce qui est quand même assez magique sur les forêts, c'est que si tu décides de ne pas couper ton arbre, l'arbre continue à croître de façon organique. Et il va prendre entre 3 et 5% de volume de bois. Donc, il se valorise avec le temps. Ça, c'est vraiment un élément très, très important. Nous, on est société de gestion, donc on a un point de vue assez financier, même si on gère du vivant. Et ce point de vue consiste à dire qu'aujourd'hui, quand on va acheter un hectare de forêt, par exemple, on ne tient pas compte de tous les services écosystémiques rendus par la forêt. La forêt, c'est cette capacité de réguler les températures extrêmes, ça filtre les eaux, ça limite l'érosion des sols, ça capte du CO2 et ça abrite quasiment 80% de la biodiversité, qu'elle soit animale ou végétale. Ça, aujourd'hui, ce n'est pas encore dans les prix de la forêt. Donc nous, notre pari, c'est de se dire, on n'est pas les seuls, beaucoup d'acteurs européens comme nous le pensent, c'est que demain, on va venir valoriser un peu plus l'ensemble de ces services quand on va tenir compte du prix d'une forêt. Et puis l'autre élément, je le disais, nous on est aussi sur un marché qui est un marché économique. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a une demande pour le produit bois qui ne cesse d'augmenter. On construit de plus en plus en bois pour des raisons de durabilité, de l'ameublement en bois aussi qui correspond à un vrai besoin de la part des consommateurs. Et puis on voit quelques innovations. On peut faire aujourd'hui du bois transparent, du bois renforcé. Voilà, tout un ensemble de choses qui vont tous nous amener à tendre vers une forme de neutralité carbone à horizon 2050, peut-être même un petit peu plus. Mais voilà, il y a un attrait aujourd'hui qui est très, très particulier pour cette matière première bois qui est quand même un actif à la base très primitif. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que si on regarde un peu l'historique, tu disais aujourd'hui, en fait, sur les 20-25 dernières années, en fait, on voit qu'il y a une croissance régulière du prix de l'hectare de forêt. Oui. Je crois qu'il est de l'ordre d'à peu près de 3%, Exactement. si je dis pas de bêtises. Et ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, en fait, quand la forêt elle est valorisée par rapport à ce que tu disais, par rapport au foncier et par rapport au bois, Oui. mais que demain, dans les années à venir, en fait, ce que vous anticipez, c'est qu'en fait, elle va aussi se valoriser par rapport à tout ce qu'elle apporte également sur l'aspect, on disait sociétal tout à l'heure, mais au sens large, sur Environnemental. environnemental. Oui. Environnemental, bien sûr. On commence à voir apparaître un petit peu partout sur la planète des crédits carbone Mmh. forestiers. Donc ça, il faut que les métriques soient solides avant de s'y engager. Donc on regarde ça avec beaucoup d'intérêt. On voit apparaître en Scandinavie des crédits biodiversité, toujours sur le marché volontaire, là aussi. Donc voilà, ça renforce un petit peu l'attrait de cet actif en tant qu'actif financier. Et aujourd'hui, France Vallée, pour situer un petit peu France Vallée par rapport au marché de la forêt, qu'est-ce que tu peux nous dire? On gère 566 forêts, c'est 60 000 hectares. On a fait le choix, alors là sur le véhicule dont on va parler aujourd'hui, on sera exclusivement sur la forêt située en France métropolitaine. Mais on a fait le choix il y a déjà plusieurs années de s'ouvrir à l'Europe. Donc on est présent aujourd'hui dans 11 pays en Europe pour aller chercher toujours plus de diversification. Diversification climatique, diversification par prix du foncier, par filière. Quand on va acheter des forêts en Suède ou en Finlande, on est dans un pays ou dans des pays où les filières sont particulièrement efficientes. On a toute la chaîne de transformation qui est déjà présente et qui fonctionne plutôt bien. Donc voilà, on est un acteur assez important sur le marché Je crois que vous français. êtes le premier investisseur On est privé. le premier investisseur privé. Ouais, ça ne signifie pas grand-chose pour les gens, mais c'est vrai que ça nous donne un avantage, c'est qu'on a un deal flow, le terme n'est pas très beau, mais qui est très, très nourri. On part du principe qu'on voit quasiment 80% des dossiers de cession de forêt en France. Donc voilà, les propriétaires forestiers aujourd'hui nous connaissent. Donc quand ils envisagent de céder pour des raisons X ou Y, ils ont tendance à venir nous trouver. Alors justement, on parlait pour entrer dans le détail un petit peu, donc le GFI, donc c'est l'investissement dans des forêts françaises. Oui. Il y a également la possibilité d'investir sur des foncières européennes cette fois-ci.
La principale différence, alors tu le disais, pour des raisons de diversification, mais il y a, on va dire, pour des clients qui voudraient diversifier, la principale différence, c'est qu'en fait, tu m'arrêtes si je me trompe, mais aujourd'hui, sur les fonds forestiers européens, il n'y a pas c'est les mêmes avantages. On parlait tout à l'heure d'exonération d'IFI, on parlait de réduction d'impôt toujours de 18%. Sur les fonds européens, il n'y a pas cet avantage en termes de transmission. C'est uniquement ça. On n'embarque pas cet abattement. Alors, on a demandé un rescrit fiscal parce que dans certaines juridictions en Europe, tu peux avoir des pays encore plus avantageux. En Belgique, c'est 100% d'exonération, par exemple. Tant qu'on n'a pas un retour officiel, on ne va pas mettre en risque des investisseurs. Donc, on va partir du principe que quand il y a un enjeu qui va au-delà de la réduction d'impôts, donc je dirais même un enjeu patrimonial, on aura tendance à l'orienter exclusivement sur les GFI forêt, donc les fonds investis en forêt française. Mais pour un client qui serait plutôt intéressé pour faire de la diversification patrimoniale et par de la réduction d'impôts, il y a aussi la possibilité d'investir sur des forêts européennes. Exactement. Alors, en termes de performance, c'est à peu près similaire. Okay. C'est à peu près similaire, même si les modes de comptabilité et d'expertise ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais c'est vrai qu'on a la chance en Europe d'avoir un certain nombre de pays qui sont bien dotés en actifs forestiers. Naturellement, on va exclure tous les pays méditerranéens pour les risques incendies, principalement. Et donc, on va plutôt se focaliser sur des pays comme la France, l'Allemagne, la Slovaquie, et puis forcément en Scandinavie, parce qu'en Finlande, il n'y a pas de problématique de territoire ou de place. Il y a des forêts quasiment du sud du pays jusqu'au nord. Donc, c'est particulièrement vaste. Alors justement, on parlait de performance. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire à un investisseur quelle est la performance attendue sur ce type d'investissement? Alors, jusqu'à 2024, l'autorité des marchés financiers nous obligeait à parler d'un rendement ou d'une performance globale de 2,5%. On était sur une échelle de risque de 3 sur 7, sur le risque SRI, donc plutôt faible. Mais pour conserver ce niveau de 3, l'autorité des marchés financiers a demandé aux acteurs de la place de disposer d'un indice de référence. On sait que l'AMF aime bien proposer aux clients particuliers un indicateur qui leur permet de comparer leurs performances par rapport à l'ensemble des autres performances. Et donc, on a diligenté l'IEIF, donc ceux qui travaillent énormément sur les indices de SCPI, et l'ASFOR, qui est une association de gérants forestiers, pour créer un indice qui n'est pas l'indice qui relève les hausses ou les baisses de prix de l'hectare de forêt, mais qui relève les variations des prix de groupements forestiers. Donc, c'est vraiment un indice transactionnel. Et donc, on a les datas sur 20 ans. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est que sur une période de 3 ans, 5 ans, 10 ans ou 20 ans, les performances des fonds forestiers est supérieure à 5% pour une volatilité qui est inférieure à 3%. Donc, ça nous permet de revoir un petit peu le discours, de dire que, bon, finalement, c'est vrai que c'est un actif plutôt tranquille, mais la notion de performance, elle n'est pas simplement illusoire, elle est réelle aussi. Et toujours, je reviens sur ce que je disais initialement, toujours sur ces deux composantes de valorisation, qui sont des composantes assez basiques, ça n'embarque pas encore tous les services écosystémiques que demain on pourrait monétariser. Donc ça change un peu la donne. Alors, ce qu'il faut expliquer sur la performance d'un GFI, pour que nos clients soient au courant, c'est que la performance, elle n'est jamais linéaire au départ. C'est qu'en fait, les 2 premières années, en général, la performance est relativement faible parce qu'en fait, c'est pour laisser le temps. Comme tu le disais, en fait, des forêts en France, ils s'en vendent pas tous les jours. Donc, en fait, pour laisser le temps au fond de déployer la collecte et donc d'acheter les forêts qui vont composer le fonds. Et en général, c'est passé 3-4 ans où là, on commence à avoir vraiment une accélération sur la performance. Ouais, tu as complètement raison. Quand on est sur un fonds comme ça qui offre la réduction d'impôts, donc c'est un fonds, il faut le rappeler, qui est limité à 15 millions d'euros de capitalisation. Chez France Vallée, on se donne entre 18 et 24 mois pour déployer les capitaux collectés. Donc, c'est vrai que pendant 18 mois, quasiment pas d'actifs en portefeuille, même si on anticipe, on identifie déjà un certain nombre de dossiers que l'on va pouvoir intégrer. Mais pendant 18 ou 24 mois, il n'y a pas de notion de performance. Elle va commencer à s'enclencher à partir de la 3e année. Sachant qu'il y a une durée de détention minimale qui est en général autour de 6 ans. En fait, il y en a 2. Il y a la durée au sens administration fiscale, donc 5 ans et demi. Et puis, il y a la durée version AMF, qui est de 7 ans. Donc, on conseille, nous, plutôt 7 ans de détention, en sachant qu'on a un modèle, nous, assez spécifique, c'est qu'on propose aux porteurs de parts de ces fonds fiscaux de fusionner avec un autre véhicule que l'on a, qui s'appelle le GFI France Vallée Patrimoine, qui fait un peu plus de 650 millions d'euros de capitalisation, qui est donc un gros véhicule. Après, c'est au choix de porteur de parts. Si lui était venu simplement pour chercher l'avantage fiscal, il pourra naturellement revendre ses parts sans frais.
Voilà, donc l'avantage, comme tu le disais, d'être derrière absorbé par un véhicule plus important, c'est aussi pour la liquidité, pour justement les clients qui voudraient revendre leurs parts. Exactement, exactement. Ouais. Aujourd'hui, sur un client qui veut revendre ses parts, sur la liquidité de ses parts, C'est c'est... une semaine. Ok. Ouais, donc Bah, il y a toujours 10% de cash dans les véhicules, c'est ce que je disais initialement. Mais sur un véhicule de 650 millions d'euros, nous, on s'assure de plusieurs choses. On s'assure d'avoir ce niveau de liquidité. Donc 10%, ça fait quand même 65 millions d'euros de cash que l'on peut mobiliser comme ça très facilement. Et puis surtout, on veille à faire en sorte que dans les fonds, on ne mélange pas des investisseurs de nature différente. Dans ce véhicule France Vallée Patrimoine, il n'y a que des investisseurs personnes physiques. On veut éviter ce qu'ont connu un certain nombre de SCPI, c'est-à-dire on va mélanger au sein d'un même véhicule collectif des investisseurs qui n'ont pas les mêmes attentes, qui parfois suffit d'un ordre de retrait de 100 millions d'euros ou 150 millions d'euros pour tout déstabiliser. Donc voilà, nous on a la chance de travailler avec beaucoup d'institutionnels. Dès qu'un institutionnel vient nous trouver, on préfère lui créer un fonds dédié, même si c'est plus contraignant pour nous, ça prend plus de temps, mais au moins on ne met pas en risque les investisseurs privés qui nous font confiance. Alors, et justement, là, pour entrer un peu dans le détail de la gestion de vos forêts et de votre philosophie, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur comment vous gérez les forêts, ce à quoi vous faites attention? Parce que c'est vrai que tu le disais, on parle aussi beaucoup de réchauffement climatique, il y a des risques associés spécifiques à l'investissement dans les forêts, donc je suppose qu'il y a des risques que vous pouvez couvrir par des assurances, d'autres où c'est plutôt par la gestion. Oui, Euh, si on s'arrête sur le chapitre des risques, il y a effectivement ce qui vient en tête en premier lieu, mais il y a un facteur de saisonnalité. Pendant l'été, les clients vont appréhender le risque incendie. Donc ça, on va couvrir, nous, toutes les forêts qui sont gérées par France Vallée. On couvre contre ce risque-là et on va faire varier le taux de couverture en fonction des caractéristiques des forêts. Là, on va arriver dans la période des tempêtes. On couvre également tous les risques de tempête, neige lourde et grêle. Donc tout ça, c'est couvert par des polices d'assurance. Et en toute transparence, ça coûte environ 0,20% de performance annuelle. Nous, on estime que c'est nécessaire, c'est même vital de le mettre en place. Il y a effectivement un risque que l'on voit apparaître aujourd'hui, qui est le risque phytosanitaire. On a des étés de plus en plus secs, des hivers de plus en plus doux, donc des parasites qui pullulent de plus en plus. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que chaque arbre a sa propre maladie, véhiculée tantôt par un champignon, tantôt par un insecte. Quand on est dans une forêt qui est diversifiée par essence, on vient déjà limiter très fortement ce risque. Après, le gestionnaire forestier, aujourd'hui, c'est vraiment l'utilisation de data, donc on peut commencer à anticiper les risques sur certaines essences. Quand on s'aperçoit que quelques pieds commencent à être touchés, quel que soit le parasite, il ne faut pas hésiter, il faut les couper. Il faut essayer de vendre le bois pendant qu'il a encore un petit peu de valeur. Mais c'est surtout en coupant ces arbres, on va mettre un frein à la contagion de la maladie. On voit apparaître maintenant en Scandinavie des polices d'assurance qui permettent de couvrir ce risque de phytosanitaire. Alors, il y a de fortes chances pour que ça arrive sur le marché français pour une raison très simple, c'est que parmi les gros propriétaires forestiers en France, il y a beaucoup de compagnies d'assurance, Groupama, des AXA, etc., qui ont investi en fonds propres, donc eux-mêmes ont tout intérêt à trouver des moyens de couvrir leurs actifs par le biais de polices d'assurance. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, oui, on fait une confiance, non pas aveugle, mais une confiance absolue aux gestionnaires forestiers. On les oblige à respecter une charte de gestion durable qui est très, très contraignante. Ça consiste notamment à laisser un volume de bois mort à l'hectare. On va, dans chacune des forêts, créer ce que l'on appelle des îlots de sénescence. C'est des placettes sur lesquelles on s'engage à ne pas faire de travaux pendant une période de 50 ans. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, on a un peu plus de technologie. On a des survols par drone, on commence à pucer certains arbres aussi pour relever les températures extrêmes, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un travail quotidien aujourd'hui, mais c'est vraiment... Premier risque, vraiment, c'est d'éviter d'être sur des forêts monoessences. On l'a vu malheureusement avec le scolite, qui est un petit insecte qui s'attaquait aux épicéas. Quand tu as une forêt qui est de 100 hectares composée exclusivement d'épicéas, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer parce que tu n'as pas grand-chose à faire pour lutter contre ça. Donc, comme tu le disais, en fait, il y a des risques sur lesquels vous couvrez au niveau des assurances, tempête, incendie, et après des risques phytosanitaires, alors qui pour l'instant ne sont pas encore totalement couverts. Les solutions commencent à apparaître sur le marché, mais là où c'est plutôt votre expertise et votre gestion des forêts qui va faire en sorte de limiter ce risque. Exactement. Donc, pour résumer sur un GFI, l'investissement forestier, donc en fait, c'est un investissement qui permet de diversifier son patrimoine, avec, comme tu le disais, même s'il y a une performance, on va dire, annoncée minimum, on va dire, de 2,5% par an, on s'aperçoit que dans les faits,
c'est 2 fois Oui, plus. oui. Et qui permet donc des avantages en termes de fiscalité, donc pour réduire son impôt sur le revenu avec une réduction d'impôt de 18%, et des avantages puisqu'on est exonéré d'IFI et des abattements en termes de transmission. Exactement. Et puis il y a un dernier élément qu'on pourrait mentionner, c'est un facteur de décorrélation. Ça aussi, on avait tendance à le dire, on n'était pas capable de le prouver. Maintenant, on a les chiffres. Quand on dit qu'effectivement, il n'y a pas de corrélation entre l'évolution du prix de l'hectare de forêt et des marchés financiers, aujourd'hui, on est capable de le démontrer. Et ça, c'est assez important, surtout à une époque où on sait que tout est un peu imbriqué. Le fait d'allouer une partie de son épargne, alors, on reste dans de la diversification, hein, mais 10% maximum sur un actif qui n'est pas corrélé au marché immobilier, au marché de taux, au marché des actions, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de sens. Très bien. Merci. Mais n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce sujet, à contacter nos équipes. Les informations s'affichent sur la vidéo. Merci Eric. Merci Pierre. À bientôt. Merci à toi.